Ladies, are you ready? The Saxon ladies, are you ready for the fashion show? We are waiting for you. Ça n'est absolument pas futile, vous allez voir. C'est vraiment un exercice qui va, je l'espère, vous apprendre beaucoup de choses, vous divertir bien sûr, et puis peut-être vous faire réfléchir. Parce que la mode féminine n'est pas anodine, elle est féminine. Et donc ce que vous voyez là, c'est une hypothèse. C'est un état de la recherche. Peut-être que dans 2 ans, elles auront un autre qui aura évolué autrement. C'est en constante évolution. Alors, vous avez donc là devant vous les meilleures représentantes, les meilleures spécialistes d'Europe du costume féminin entre les 5e et 8e siècles, on va dire. Chacune est spécialisée dans son domaine. Vous avez des femmes qui viennent de toute l'Europe. Alors, vous avez des Françaises, bien sûr, mais vous avez aussi des Espagnoles, des Italiennes, des Polonaises, des Allemandes, des Anglaises, Suisses, des Allemandes, etc. Voilà. Je vais commencer par un personnage. Je vais essayer de travailler chronologiquement, mais parfois on fera des exceptions pour vous montrer les évolutions. Tout d'abord, Sylvia. Sylvia est une jeune femme suisse. Sylvia, tu peux monter la tribune. Sylvia, oui. Sylvia est une jeune Suisse qui représente une tombe du 5e siècle après Jésus-Christ d'un canton suisse, le canton de Schaffhausen. Elle porte des bijoux typiques de cette période-là, avec une épingle dans les cheveux et une chaîne faite de 486 perles noires avec des anneaux d'argent. C'est un collier typique de cette région qu'on ne retrouve pas dans d'autres régions. Son épingle permet de maintenir le voile de soie et la coiffure. Parfois, ces épingles permettent de maintenir les gros manteaux, les grosses capes faites de tissu très épais. Voilà. Son vêtement, le vêtement qu'elle porte, est inspiré d'une mosaïque de Ravenne. Et elle porte une dalmatique. Alors une dalmatique, j'emploierai le mot assez fréquemment, une dalmatique, c'est une tunique avec des manches longues, ou de 3/4, mais qui est caractérisée par 2 bandes devant et derrière le long du corps. La dalmatique, qui est de la fin de l'époque romaine, a été reprise par les prêtres ensuite, et les prêtres actuellement et les diacres continuent de porter la dalmatique romaine. Merci Sylvia, on va voir Cornelia. Cornelia, elle aussi du même groupe suisse, Amis Marie, elle de Suisse elle aussi, fin 5e. Elle aussi porte une dalmatique, vous voyez, c'est-à-dire une robe à manches longues et à coupe très simple en T, avec les bandes devant et derrière. Voilà. Elle porte une paenula romaine, c'est-à-dire une sorte de cape à capuche, typiquement romaine. Et donc vous voyez là l'influence à la fois romaine et l'influence, on va dire, barbare, entre guillemets, avec les fibules qu'elle porte et qui ferment sa paenula. Merci. Alors, on va quitter la Suisse et on va aller en Bretagne, en Armorique. Voici une femme d'Armorique qui reconstitue l'extrême fin du 5e siècle, le premier tiers du 6e siècle. C'est une Bretonne de la tombe 106 de la nécropole de Saint-Marcel, dans le Morbihan, pour ceux qui connaissent le Morbihan. Son costume est un peu particulier dans la mesure où les bijoux qu'elle porte sont uniques. Ils sont tout à fait spécifiques à Saint-Marcel. Et sa tenue est inspirée des costumes portés dans le Kent, dans le sud de l'Angleterre, parce qu'il y avait beaucoup de similitudes entre le sud de l'Angleterre et le Morbihan, en raison de relations entre ces 2 rives. Donc il y a une influence mutuelle de ces deux peuples des 2 côtés de la rive. Il y a là un système d'agrafe tout à fait exceptionnel qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Donc elle est un bon exemple des relations entre l'Armorique et le sud de la Grande-Bretagne. Une identité
commune s'étant créée à ce moment-là. Merci. Anna, nous partons après la Bretagne, nous partons plus au sud en Italie. Anna et en Espagne, pardon. Anna et Eva. Alors, Anna et Eva, je vais les faire défiler ensemble. Pourquoi? Parce que ce sont deux femmes wisigothes, mais à un siècle d'intervalle. Et vous allez voir la différence. Anna porte ce qu'on appelle un péplos, c'est-à-dire une tenue très simple. Ce sont deux rectangles, ou alors un rectangle plié et agrafé aux épaules par deux broches. Et elle porte ce péplos par-dessus une tunique. C'est vraiment un lien avec l'Antiquité. 100 ans plus tard, vous pouvez voir que Eva porte une robe qui se rapproche de la dalmatique, avec des clavis, et elle porte des manches longues, c'est-à-dire c'est un vêtement cousu, alors que Anna porte un vêtement qui n'est pas cousu, qui est juste agrafé aux épaules. La particularité d'Eva, c'est que son costume est totalement en soie. Elle a fait ce choix parce qu'au 7e siècle, il y a un manuscrit de Saint Isidore qui évoque des robes entièrement en soie. Il dit d'ailleurs Holos Erica. Et ces robes en Espagne étaient faites en soie parce que en Orient, à cette époque-là, on a réussi à percer le mystère de la soie et on fabrique sa propre soie, notamment en Syrie, en Syrie notamment. Et donc il y a une production de soie qui se fait et c'est la grande vogue chez les aristocrates de cette époque. Elle a choisi de porter son châle en travers. Vous voyez un châle en samit de soie avec des motifs typiquement byzantins. Elle a choisi de le porter en travers. C'est un choix qu'elle propose d'après des mosaïques byzantines où l'on voit des femmes porter le châle comme ça en travers du corps. Ce qui permet d'ailleurs de bien montrer le tissu. Toutes évidemment, vous l'aurez vu, portent des bijoux. Généralement des perles de verre, souvent des améthystes. Et là, elle porte des boucles d'oreilles. Merci Eva. Donc, je le répète, ce sont des femmes wisigothiques, des femmes wisigothes. Un peu plus au nord maintenant, Jen et Maria. Jennifer et Maria, qui font partie du groupe Wolfeodenas. Ce sont des Saxonnes qui sont, Jennifer est du 6e siècle et Maria du 6e, 7e siècle. Vous voyez que Jennifer porte le péplos, c'est-à-dire un vêtement qui est agrafé sur les épaules, qui est donc antérieur à celui de Maria, qui a un manteau, un petit peu comme les manteaux que l'on retrouvera à cette époque-là aussi chez les Francs, ouvert devant avec des manches et fermé avec des fibules. Les fibules, ce sont des broches. Jennifer a évidemment une tunique en lin naturel et un péplos en lin naturel avec un collier elles ont souvent des perles, les femmes saxonnes ont souvent des perles en ivoire, mais pas en ivoire d'éléphant, en ivoire de morse. Voilà. Vous pouvez voir que Maria a de belles fibules pour fermer son manteau. Souvent elle porte un couteau en fer accroché à la ceinture. Merci donc Maria et Alexandra et Monica. Alors Alexandra et Monica, pareil, je les fais défiler toutes les deux. Pour quelle raison? Pour la même raison que la raison précédente, c'est-à-dire que vous avez 100 ans d'écart entre Monica, qui est en vert, et Alexandra, qui est en couleur claire. Monica est du 6e siècle et Alexandra est du 7e siècle. Là, on a voyagé à nouveau, on se trouve en Allemagne, on se trouve chez les Allemands. Donc Monica, on se trouve en Bavière. Monica, elle a un riche manteau fermé par des fibules en C digitées, c'est-à-dire avec des formes de doigts. Vous voyez. Et puis à côté, vous avez sa collègue qui est 100 ans plus tard, qui est très richement dotée
100 ans plus tard, les choses sont plus grosses. Les objets découverts dans les tombes sont plus importants, plus gros, plus volumineux, plus riches. Ce qui est intéressant chez les deux, c'est ce qu'elle porte à la ceinture, c'est la châtelaine. La châtelaine, c'est un élément qui est porté par les maîtresses de maison, les femmes d'un certain rang, qui détiennent les clés de la maison, qui détiennent des insignes divers, toutes sortes d'objets, un petit sac, parfois du matériel de couture, un petit couteau. Elles ont tout à portée de la main. Le système de la châtelaine a perduré au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe siècle chez nous. La mère de famille avait ses clés accrochées à la ceinture. Les clés du coffre, bien sûr. Donc, vous avez ici de superbes spécimens de reconstitution d'après des tombes trouvées dans le Bade-Württemberg. Et vous pouvez voir que tout a changé en un siècle. Il y a des permanences, bien évidemment, mais il y a aussi des choses beaucoup plus volumineuses et voyantes. Merci. Erika. Voilà. Alors, on change de peuple. Là, nous nous retrouvons avec le groupe Numerus Tellorum, avec Erika, qui représente la femme d'un soldat romain du 6e, 7e siècle. Ce qui est intéressant chez Erika, c'est qu'elle a croisé différentes sources. Elle s'est basée sur un manuscrit qui se trouve en France, qui s'appelle le Pentateuque de Tours. Le Pentateuque de Tours, c'est un manuscrit du 7e siècle qui est actuellement à la Bibliothèque nationale de France, mais qui s'appelle de Tours parce qu'il a été longtemps conservé à Tours jusqu'à ce qu'il soit volé en 1842 pour être vendu à un Anglais qui l'a revendu à la France, enfin bref, peu importe, mais qui possède de très belles illustrations qui permettent de proposer des restitutions visuelles grandeur nature. Elle a croisé les sources, donc elle a croisé le Pentateuque de Tours, elle a croisé une tombe d'Antipolis aussi, une tunique conservée au Metropolitan Museum et des chaussures magnifiques. Elle va nous montrer autre chose qui sont des chaussures qui sont conservées à Athènes et qui datent du 7e siècle. Voilà. Vous voyez qu'elle porte une dalmatique elle aussi, c'est-à-dire une tunique avec des clavis et longues bandes de chaque côté. Sa coiffe est tout à fait particulière puisqu'elle a une sorte de tourelle remplie de laine autour de la tête avec un voile autour qui lui permet de sortir, de se protéger du soleil. Voilà, merci Erika. Je vais vous demander à Valeria et Vittoria de venir. Valeria et Vittoria nous viennent d'Italie, du nord de l'Italie. Ce sont des Lombardes. Elles appartiennent au groupe Presenze Longobarde. Et elle représente, alors Valeria représente la première moitié du 7e, voilà Valeria, et Vittoria représente elle aussi la première moitié du 7e. Elles viennent du Piémont et elles représentent des manteaux qui sont fermés comme les francs devant et fermés avec des fibules. La fibule de Vittoria associe deux influences, l'aspect circulaire de la mode romaine et la technique du cloisonné propre à l'art germanique. Elle porte d'exceptionnelles boucles d'oreilles avec des petits paniers d'or et de longues gouttes d'améthyste. Voilà. Les colliers de Valeria sont en verre et son costume se caractérise par une superbe fibule ou broche en forme de croix avec une colombe. Son costume a été découvert à Sant'Albano Stora, c'est près de Cuneo pour ceux qui connaissent l'Italie. Merci. Eh bien, on retraverse, on va un petit peu plus au nord, on arrive au nord de la Bavière, on arrive au nord de la Bavière avec des francs du nord de la Bavière. Vous avez Anke qui représente le 7e siècle et vous avez Amala Regina qui représente elle aussi le 7e siècle. Anke porte un voile retenu par un galon tissé et décoré d'anneaux d'argent. Elle, comme vous le voyez, elle a une tenue bleue teintée en pastel et puis une cape semi-circulaire, elle aussi fermée par une fibule. Elle porte des bas. Your stockings. Your stockings. Oh, ah. Elle porte des bas
retenu par des jarretières. Amala aussi à débat retenu par des jarretières à décoration de bronze, exactement comme en portait la reine Arégonde à Saint-Denis. Ces bas sont faits sur le modèle des bas retrouvés en France dans Massif Central, au martre de verre. Elle date du IIe siècle, mais le patron en est très bien connu. Amala Regina porte une coiffure avec des tresses. On a retrouvé aussi dans des tombes carrément une coiffure avec des tresses maintenues par un galop. Ces bijoux sont le cercle de son bijou accroché à la châtelaine est en ivoire et les autres bijoux sont de bronze. Merci beaucoup. Alors, Sally est aussi une femme franque, mais d'une autre région, qui est la région de la Roure. C'est une femme de classe moyenne, ni pauvre ni riche. Elle porte une sous-tunique en lin, une tunique qui est faite sur le patron d'une tunique découverte dans les reliques de Saint-Séverin à Cologne. Et elle a été tissée à la main en ce qu'on appelle le sergé losangé et teinte aussi à la main. Elle porte une sacoche, elle aussi attestée par les fouilles, et un collier avec un médaillon. Elle aussi a des bas, faits sur le modèle des bas des martres de verre, qui se trouvent conservés au musée Bargouin de Clermont-Ferrand. Merci, Sally. Alors là, vous avez aussi quelque chose d'assez exceptionnel. C'est la première fois qu'on le présente. Jamais personne n'a présenté ces deux costumes. Ces costumes sont les répliques exactes des reliques de Bathilde de Chelles. Alors Chelles, c'est pas loin, hein, c'est nos voisins, hein, en Seine-et-Marne. On a retrouvé des reliques de Bathilde et de Bertille. Et Bathilde, quand elle est entrée dans les ordres, dit-on, a voulu se déposséder de ses bijoux. Et pour quand même garder une image de son rang royal, elle a voulu faire du brodé. Eh bien, ses bijoux sur sa chasuble. Et cette chasuble a été conservée depuis le 7e siècle, puisqu'elle est morte en 680. Elle a été retrouvée. Et la tunique qui est là lui appartenait aussi. Elle n'a pas été retrouvée en totalité, mais seulement en fragments. Et elle a été retissée et teintée à la main pour vous montrer le résultat. Les superbes broderies que vous avez là sont les résultats de deux grandes spécialistes européennes, à la fois de la broderie et de la teinture, c'est-à-dire Isabelle Jaume pour la broderie. C'est vraiment une broderie à l'identique, c'est un travail phénoménal. Et Mickey, qui est spécialisé et qui est maintenant reconnu partout pour ses teintures et qui a fourni la soie qu'elle a teintée exprès dans les mêmes teintes que la chasuble de Bathilde. C'est un travail extraordinaire. Je vous demande de l'applaudir parce que c'est vraiment... Alors je vais me présenter moi aussi. Hein. Alors moi je représente pour ceux qui sont originaires de Marle ou qui sont dans les environs de Marle. Je suis votre arrière grand-mère. Pourquoi ? Parce que je représente une femme dont nous avons fouillé la sépulture dans les environs, à Goudelancourt-les-Pierrepont, la tombe 298 de Goudelancourt-les-Pierrepont. Je suis une femme de la première partie du 7e siècle. J'avais entre 70 et 80 ans quand je suis morte. Mes ossements ont été analysés en archéo-anthropologie, bien sûr, et donc c'est pour ça que je peux vous dire son âge. C'était une riche sépulture qui avait été pillée en partie, puisque dès l'époque mérovingienne, il y avait des pillards de sépultures qui repéraient les endroits où pouvait se trouver la poitrine, là où l'on plaçait les bijoux les plus précieux, et qui s'emparaient évidemment de ces bijoux les plus précieux en faisant des tranchées sur plusieurs tombes de façon à gagner du temps. C'était un petit peu industriel. Donc cette tombe a été pillée, mais on a quand même trouvé beaucoup d'objets dedans que je vais vous montrer. Alors, vous pouvez voir tous ces objets dans le musée de Marle, bien évidemment, je ne vous raconte pas de bêtises. Vous pouvez voir déjà que j'ai une ceinture avec
une plaque boucle damasquinée. Vous pourrez tout voir de près après, parce que nous allons circuler parmi vous. Vous pourrez nous voir de près et on fera une séance photo. Vous pourrez aussi nous poser toutes les questions que vous voulez. Donc ma plaque boucle en fer damasquiné est typique, elle est damasquinée en argent, elle est typique du 7e siècle, elle a des bossettes en laiton et elle est montée sur une ceinture en cuir. Mon manteau est un manteau inspiré du manteau porté par Arégonde. À partir d'Arégonde, la mode change complètement, on se met à porter partout des manteaux comme ceci, ouverts devant, une robe en dessous. Des chaussures à boucles, puisque j'ai les boucles assorties à ma plaque de ceinture, n'est-ce pas, hein, il ne faut pas s'arrêter là. Et puis des colliers de verre. Vous pouvez voir dans le musée de Marle la quantité de colliers de verre que nous avons découverts, avec des couleurs extrêmement chatoyantes, du rouge, du bleu, du vert, du jaune. Un goût pour les couleurs, pour tout ce qui est brillant, pour tout ce qui est fantaisie et en même temps raffinement, puisque vous pouvez voir que certains bijoux sont très précis et délicats. J'ai une petite broche qui ferme ma robe en dessous, qui a des filigranes et des grenats, le grenat étant très prisé à cette époque-là. Et puis pour terminer, une sacoche en cuir avec des motifs métalliques que vous pouvez voir et qui a été reconstitué, donc grandeur nature. Bref, je vais terminer en vous disant que donc, vous avez bien compris que vous présenter la mode féminine, ce n'est pas simplement faire un défilé de Miss, c'est parcourir géographiquement toutes les zones d'influence de ces populations qui se sont déplacées, qui se sont installées, qui se sont mélangées. C'est découvrir une évolution dans les techniques et dans l'art, c'est faire de l'histoire de l'art, c'est aussi faire de l'ethnographie, faire de l'archéologie, de la littérature aussi. Et puis, vous savez très bien, Lévi-Strauss l'a dit, il faut se replonger dans le passé pour mieux se connaître. Ça permet de mieux relativiser les choses. Étudier ces époques anciennes permet de mieux se connaître, de mieux connaître notre époque et peut-être se poser certaines questions sur les modes que l'on essaie d'imposer actuellement aux femmes et qui excluent toute liberté et toute fantaisie et qui correspondent à un état d'esprit. Voilà, j'espère que nous vous avons à la fois divertis, que nous vous avons appris certaines choses et que nous vous avons fait réfléchir. Voilà. Bien, merci à toutes ces femmes qui, comme je le réexplique à chaque fois, elles aussi ont fait un énorme travail de reconstitution à partir de vestiges archéologiques, que ce soit en Allemagne, en Italie ou ailleurs, et elles ont fait vraiment un très beau travail. Alors je vais leur demander pour la séance photo d'aller se mettre devant le fort là-bas, comme ça on aura... Des spectacles de cette importance, il n'y a qu'à Marle que vous pouvez voir autant de participants sur une manifestation de l'Antiquité tardive. Il y a deux autres sites, l'un c'est Nijmegen, je crois, en Hollande, qui fait de la même époque, le site de Carnuntum en Autriche, où ils font eux aussi de la reconstitution de l'Antiquité tardive, mais l'événement, je veux dire, le plus important, même à un niveau européen, c'est Marle.